Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Africly, le podcast totalement dédié aux littératures d'Afrique et des diasporas. Alors aujourd'hui, pour le 7e épisode de notre série consacrée à la littérature de la République démocratique du Congo, j'ai l'honneur de vous diffuser la présentation de la grande dame de la littérature congolaise, Madame Émilie-Flore Fénion. Et c'est mon complice José qui va vous faire cette présentation parce que pour moi, José Mabita, c'est le spécialiste de l'œuvre de Madame Émilie-Flore Fénion parce que je pense que José a pratiquement lu tous les livres de cette autrice. Quant à moi, je vous dis déjà à demain, mais oui, parce que demain, je vais vous diffuser l'interview que j'ai eu l'honneur et la grande joie de mener avec Madame Émilie-Flore Fénion. Alors, à très vite et je vous souhaite des lectures passionnantes. Alors José, aujourd'hui tu vas nous présenter Émilie-Flore Fénion, grande autrice congolaise d'origine. Mais pour moi, elle n'est pas suffisamment mise en lumière. Alors, qui est Émilie-Flore Fénion ? Alors, Émilie-Flore Fénion, pour moi, c'est une écrivaine unique. Donc, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont, par rapport à la littérature congolaise, ou africaine en tout cas, qui ont eu l'écriture telle qu'elle l'a conçue, de manière très didactique d'abord, parce qu'il faut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études littéraires, etc. Donc, elle a vécu sa vie tout simplement. C'est quelqu'un il faut savoir d'abord qu'elle est métisse. On l'appelle l'écrivaine, donc la dame aux 4 drapeaux, puisqu'elle a donc des parents dont le père était d'origine franco-congo de Brazza, et la maman belgo-congo de RDC, Congo belge à l'époque, puisqu'elle est née avant l'indépendance. Et c'est ce qui fait justement une de ses particularités. Étant née avant les indépendances, mais dans une famille, on ne va pas dire nantie, mais en tout cas qui n'était pas dans le besoin, métisse, donc il y a à la fois côtoyé le monde blanc, le monde congolais, mais à un niveau où, en tout cas, elle n'a pas été confrontée au racisme tel que plus profond, très très blessant, puisqu'elle était enrichie un petit peu de tout. Donc oui, comme tout le monde, je pense que la colonisation n'est pas quelque chose de positif, mais l'éducation a fait que c'est quelqu'un qui s'est enrichi un peu de toutes ces cultures et qu'elle a raconté justement à travers sa vie. Donc lorsqu'elle raconte sa vie dans un de ses premiers livres qui est Afin que tu te souviennes, qui est pour moi extraordinaire, et j'ai toujours l'habitude de dire que ce livre aura plus d'impact dans beaucoup d'années qui vont venir. Pourquoi ? Parce qu'il est d'une richesse dont aujourd'hui on ne perçoit qu'un certain pourcentage de sa vraie valeur. Ça, c'est mon point de vue. Mais voilà, c'est parce que bon, quand on voit un peu des auteurs qui reviennent comme des vieux classiques comme des Victor Hugo aujourd'hui, ce sont des gens qui aujourd'hui sont des géants. Et pour moi, Émilie-Flore, quelque part, reviendra beaucoup plus tard, encore beaucoup plus élevée de ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, parce que ce qui est particulier, c'est que c'est de l'autobiographie. C'est une autobiographie. Donc elle raconte une histoire, des histoires, puisque bon, c'est vraiment tout dans toute son œuvre. Toute son œuvre, en fait, toute son œuvre, c'est sa vie. Mais c'est tellement passionnant, parce qu'elle a traversé tellement de choses à travers son métissage. Elle a été mariée, elle a eu des enfants, elle a une vie, justement, de son premier mariage, une vie avec des soucis, comme beaucoup de gens, mais qu'elle raconte sans phare, parce qu'elle raconte vraiment beaucoup de choses, et parfois on se dit, waouh, elle ose le faire. Et puis, donc son premier mari, c'était un métis, avec justement, au point de vue culturel, une certaine manière de voir les choses, et puis ils ont divorcé dans des conditions un peu difficiles, avec deux enfants, et puis elle s'est remariée avec un Belge, avec qui elle est avec jusqu'aujourd'hui,
Et il lui est arrivé plein de choses. Elle a vécu plein de choses. Elle a vécu au Congo, où elle a vécu les moments de guerre. Elle a justement écrit un livre là-dessus. Elle a vécu en Belgique, où elle a connu, depuis les années, je pense qu'elle est arrivée ici de fin des années 90 jusqu'à ce jour. Elle a traversé aussi beaucoup de choses. Et donc, toute cette vie-là, elle le rencontre dans ses livres, puisqu'elle en a écrit plus d'un. Donc, il y avait, afin que tu te souviennes, le premier. Et puis, il y avait Midji, donc, qui continue un petit peu. C'est un peu comme chaque fois une continuation. Et puis, Midji, les brides des rives. Donc, là-dedans, c'est vraiment le parcours de sa vie. Et il y en a un autre plus particulier, Cyclone, où justement, elle a aussi perdu sa fille. Je pense que sa fille est décédée à l'âge de 21 ans, qui est une blessure jusqu'aujourd'hui. Et qu'elle raconte aussi là-dedans. Et donc nous, tous, je pense que lorsqu'elle est jeune, c'est une enfance dans laquelle, en tout cas pour ceux de ma génération, moi, ma mère, des fois, il y a des éléments comme ça que j'ai connus à travers mes parents. Elle raconte les années 70, c'est les années qu'on a connues. Donc on se reconnaît un peu là-dedans, des choses, la manière dont elle a été éduquée, les écoles où elle allait. Ce qui intéressait les gens à cette époque-là, on se reconnaît. Et puis l'évolution aussi en Belgique, en particulier donc ceux de la diaspora congolaise, le genre de vie qu'elle a vécu ici, c'est le genre de vie qu'on a connu aussi, les difficultés, etc. Donc des choses qu'on partage. Et lorsque c'est raconté de belles... En fait, c'est un héritage, en fait. Elle sème une histoire. Et donc, c'est un livre de transmission. Son œuvre, c'est vraiment une œuvre de transmission pour que, et le titre, moi j'aime beaucoup, afin que tu te souviennes. Mais je reviendrai dessus en disant que moi je l'ai lu, ce premier livre, et on voit en fait les États, les premiers chefs d'État arriver des deux côtés, dans les deux Congos. Et à certains moments, toute cette partie-là, je le mettrai en parallèle avec le psychanalyse de Brazzaville. D'accord. Où c'est un peu ça. Sauf que elle raconte sa vie, mais ce sont des pages d'histoire. Exactement. Des pages d'histoire, donc des personnages qu'elle évoque, dont on connaît la suite de comment les choses se sont passées. Oui. En termes de pouvoir, comment ça s'est passé de l'époque de Mobutu. Elle fait partie, comme beaucoup de gens qui à l'époque encensaient Mobutu. Puis elle a connu justement le passage avec Kabila, etc. Donc tout ça raconté, mais raconté de manière authentique. Oui. Et c'est ce qui fait aussi sa force, parce qu'en fait elle est authentique. Elle n'essaye pas de jouer, elle raconte vraiment les choses avec authenticité et aussi avec beaucoup de raffinement. Oui. Donc c'est quelqu'un qui, dans sa vie en général, je dis toujours, j'ai déjà eu le privilège d'aller chez elle. Quand on arrive chez elle, c'est un musée. On est dans un véritable musée, il y a des statues, il y a des objets d'art, et son écriture est un petit peu ressemble à cela. C'est très raffiné, c'est pas n'importe quoi, même si elle écrit des grosses choses. Et parfois... des briques. Des briques, et parfois, elle se répète un peu, on ne peut pas lui en vouloir, mais c'est pas dérangeant, parce qu'il y a toujours quelque chose en plus. Il y a toujours, peut-être qu'elle avait oublié de dire quelque chose, c'est redit d'une autre manière, et finalement, ça vient un petit peu enrichir l'ensemble. Et c'est vraiment toujours... Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la lire, et encore de la rencontrer lorsqu'elle fait des conférences, lorsqu'elle raconte. C'est toujours avec beaucoup de passion, beaucoup d'émotion. Et donc, elle raconte vraiment ce qu'elle vit. Et voilà. Et donc, je disais, il y a très peu de livres qui parlent de la vie quotidienne, par exemple, à Kinshasa dans les années 80, les mœurs. Exactement. Et c'est justement, moi, ce qui m'a poussé à un petit peu plus enrichir ma connaissance de la littérature congolaise, c'est justement parce qu'on avait l'impression que le temps passe, les époques passent, on avait l'impression d'avoir très peu de testaments. Oui, c'est ça. Un héritage, en fait, un héritage culturel, un héritage littéraire. On a connu nos grands écrivains, les Mudimbe, les Pius Ngandu, tous ces intellectuels qui étaient beaucoup plus souvent des professeurs, qui ont écrit, à part Zamenga Batukezanga, qui était notre écrivain populaire, que tout le monde connaissait, qui était un écrivain, on va dire, il n'écrivait pas non plus des gros romans. Zamenga Batukezanga, c'était beaucoup plus des chroniques, en fait. Des petites chroniques,
moralisatrices, etc. On se reconnaissait, ils racontaient des petits faits comme ça de tous les jours. Mais des grands écrivains, tous ces intellectuels qui ont écrit, le peuple, les gens de tous les jours ne lisent pas tout le temps ça. On les connaît, ils font partie de la grande bibliothèque de la littérature congolaise, mais on les connaît très peu. Et quand on les lit, en tout cas pour celui qui n'a pas fait l'université, après un moment, on arrête, on bloque et puis on passe à autre chose. Tandis que justement des écrivains plus populaires comme, je disais la dernière fois, on parlait de Blaise Ndala, des Jean Bonfim, ce sont des gens qui écrivent des romans dans lesquels tout le monde peut lire, il ne faut pas avoir fait l'université pour lire ça. Et Émilie Flore-Fényon fait partie de ces écrivains qui nous ont amené des choses accessibles où voilà, on prend un livre d'Émilie Flore-Fényon en vacances, le week-end on le lit avec beaucoup de plaisir, il ne faut pas nécessairement avoir un dictionnaire à côté pour essayer de traduire, essayer de comprendre. et on passe un bon moment en fait. On passe un bon moment. Et pour moi c'est ça la littérature de tous les jours, quoi. En tout cas ça touche... Et ça peut toucher le plus grand nombre. Et je crois que c'est vraiment ça son but. Exactement, exactement. C'est une grande dame. Et justement, parlant de grande dame... Voilà, on en arrive à la question. Oui, toi, tu as fait partie de ce collectif qui a créé et qui a initié un prix Émilie Flore-Fényon. Effectivement. Donc, la volonté était de justement ce côté un peu de littérature congolaise en particulier. Le monde des prix littéraires est assez, je ne vais pas dire pauvre, mais il n'est pas très riche non plus. Et donc, tiens, comment est-ce que... Parce que les prix littéraires, c'est aussi une occasion de pouvoir donner envie aux gens de découvrir, de faire un peu de l'émulation pour que, voilà, que la littérature puisse un petit peu plus se populariser. Et qui d'autre que Émilie Flore-Fényon, justement, avec cette œuvre... un hommage qui, je pense, était quand même nécessaire à lui rendre de son vivant, pour pouvoir avoir bien qu'elle n'ait pas besoin de ça pour laisser sa trace, puisqu'elle l'a fait déjà à travers son œuvre, mais justement, comme c'est quelqu'un qui écrit pour la transmission, et les prix littéraires, c'est aussi une manière de transmettre, puisque la volonté était justement de faire un prix littéraire pour des jeunes, de pouvoir mettre en avant le talent de jeunes, pour qu'ils puissent être vus, reconnus et leur donner un certain écho. Et donc, ça semblait couler de source que Maman Émilie Flore, comme nous on l'appelle, était en tout cas très représentative de cette volonté. Un hommage en plus déjà, pour qu'elle puisse, elle aussi déjà être un peu plus connue et marquer vraiment cette idée de transmission. Parce que c'est une grande dame qui maintenant... à un certain âge, même si elle sera toujours jeune, mais de donner envie aux jeunes de découvrir, de lire, d'écrire. Et elle fait partie de ces modèles dont on a besoin pour pouvoir avoir cette motivation de l'amour du livre. Et comme je dis toujours, elle en plus, c'est ce côté de raffinement. En tout cas, moi j'adore quand je la lis, c'est bien écrit. Oui, c'est très très agréable. Voilà, et donc elle le mérite amplement. Ah oui, voilà. Et donc ce prix existe depuis... Donc la première édition symbolique a été faite en 2021. Oui. Il y a eu une jeune dame, je ne dirais pas jeune fille, mais jeune dame, Soraya Odiaki, justement, un peu comme Christian Gombo. À l'époque, elle est toujours là, mais un peu moins, mais à l'époque, elle était aussi très, très, très active dans la propagation, dans la promotion de la littérature. En tout cas, elle se débattait aussi, elle était de tous les combats, et donc le but c'était vraiment de la récompenser pour justement de nouvelles marques de reconnaissance pour elle, quoi. Elle continue, elle fait toujours des podcasts aujourd'hui, elle a aussi travaillé comme bibliothécaire. Et puis le prix en lui-même, c'est en 2022 qu'il a été donné pour la première fois à un jeune Congolais Elvis Tambwa. Et pour quel livre? Pour le livre Makila. Ah oui, Makila. Makila qui est ici. Donc ça c'était... Oui, voilà, Elvis Ntambwa qui habite en France. Et donc son livre, bon à l'époque il y avait, je faisais encore partie du comité de lecture. C'était un livre qui était vraiment au-dessus de la mêlée, qui parlait de la guerre de l'Est, mais d'une manière très 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 vivante,
Bon, je ne pense pas que lui avait vécu cette guerre ou il a vécu cette guerre, mais c'était tellement réaliste. Il raconte l'histoire un peu de jeunes, hein, d'enfants au milieu de cette tourmente. Et la maturité de cette écriture a fait que c'est lui qui a gagné le prix, donc le premier récipiendaire, on dit, Ah oui. de prix Émilie Flore Fénéon en 2022. Et c'est tous les 2 ans. Et c'est tous les 2 ans. Et donc la seconde édition a eu lieu en 2024. Et c'est Marc Kaninda qui, lui, il habitait Kinshasa, donc ça s'est fait aussi, ça c'est aussi très bien. Le premier habitait l'Europe, le second habitait l'Afrique, donc au Congo, puisque le prix, il faut le dire, comment on va dire, lorsque l'on fait la célébration, se fait aussi bien ici à Bruxelles qu'à Kinshasa. C'est super. Il y a aussi une équipe du collectif Bokutani, donc qui organise ce prix à Kinshasa. Et là, c'est l'auteur Marc Kaninda. Et le livre? Le livre, c'est une nouvelle qui s'appelle... C'est un recueil de nouvelles. L'implacable Kinshasa. Okay. C'est un recueil de nouvelles qui a donc remporté ce prix en 2024. Et donc la prochaine édition, j'ai vu que le prix était ouvert maintenant à ce que les auteurs en herbe envoient leurs œuvres. Et donc ce sera pour l'édition 2026 qui se prépare déjà, je pense. Voilà. Super. Donc on ne peut qu'encourager ce projet à continuer avec le collectif Bokutani pour que ça puisse se pérenniser et continuer à briller dans le paysage littéraire. Oui, longue vie au prix Émilie Flore Fénéon. Un tout grand merci, José. Avec plaisir. Il y a toujours beaucoup de choses à dire encore. Oui.